Épisode 4. Va-t-on disrupter la mort ? Les nouvelles technologies nous promettent beaucoup de choses. Ou plutôt, les gens qui maîtrisent les nouvelles technologies nous font beaucoup de promesses. Des intelligences artificielles qui pensent comme des hommes et des femmes, des voitures électriques et autonomes, des objets capables de détecter nos maladies et nos sentiments. Nous vivons dans une époque où tout semble possible. Même si, pour le moment, rien n'est encore fait. En attendant, nous sommes incités à acheter des produits et à céder nos données pour construire ce monde idéal et futuriste. Mais il reste un domaine où même les entrepreneurs les plus ambitieux ont du mal à se projeter. Il s'agit de la mort. Comment allons-nous mourir à l'avenir ? Comment est-ce que les nouvelles technologies vont changer notre rapport au deuil, à la disparition de nos proches ? Quand on pense au futur de la mort, on s'inquiète souvent du transhumanisme. Ce mouvement philosophique espère utiliser la science et les nouvelles technologies pour améliorer le corps humain. Il fait l'objet de beaucoup de critiques, et aussi beaucoup de fantasmes. Dans la grande catégorie du transhumanisme, on peut ranger des projets très différents, comme le fait d'améliorer le quotidien d'une personne aveugle grâce à des lentilles intelligentes, ou de littéralement connecter notre cerveau à Internet. Certains chercheurs espèrent même tuer la mort, c'est-à-dire éradiquer toutes les maladies et permettre à nos corps, ou au moins nos esprits, de survivre pendant des centaines d'années. Pendant mes recherches, j'ai lu beaucoup de livres de science-fiction. Je voulais dépasser mes références un peu trop classiques, du genre Terminator ou les romans d'Isaac Asimov. C'est comme ça que je me suis retrouvée à prendre un café avec Catherine Dufour. Elle est autrice française de science-fiction. Elle a beaucoup écrit sur le sujet de la mort et des nouvelles technologies. Ça fait partie de mes angoisses personnelles, c'est-à-dire la peur de la mort, mais c'est aussi une autre angoisse qui est la peur de l'absence de mort. J'ai imaginé qu'actuellement, riches comme ils sont, les tycoons des grandes entreprises, alors aussi bien Mark Zuckerberg que Elon Musk que le patron de Microsoft, Bill Gates, je me suis demandé ce qu'ils faisaient de leur argent. Et moi, à leur place, si j'avais autant d'argent, la chose que je voudrais faire, c'est faire céder la grande barrière qui met au même niveau riches et pauvres, c'est-à-dire la mort. Et de fait, au même moment ou peu de temps après, ou peut-être déjà avant, on a appris qu'ils essayaient de tuer la mort. Il y a Calico, le laboratoire de Google, qui a décidé de faire la peau de la mort. Alors, soit en prolongeant l'être humain, soit carrément, ça c'est le grand délire d'Elon Musk, en téléchargeant un être humain dans une machine. Voilà, je suis bien d'accord avec eux. Moi, si j'avais autant de milliards qu'eux, c'est ce que je ferais. Donc, c'est absolument abominable d'imaginer que la mort échappe aux riches, parce que ça fait que dans 200 ans, on sera encore dirigé par les mêmes personnes qu'aujourd'hui. Dans l'un de ses romans les plus populaires, Le goût de l'immortalité, Catherine Dufour raconte le destin d'une adolescente qui affirme être devenue immortelle dans un monde ravagé par la pollution et les maladies. Le sujet est aussi présent dans beaucoup d'autres de ses livres. Quand Catherine Dufour écrit sur la mort, ou l'absence de mort, elle fait toujours référence à la lutte des classes. Les riches ont les moyens de prolonger leur vie, de faire attention à leur santé et de se payer des implants coûteux. Les pauvres, généralement, meurent vite et dans d'atroces souffrances. Le transhumanisme, c'est pas fait pour améliorer l'humain, c'est fait pour améliorer les riches. Mais c'est le cas absolument partout. Tout le monde sait que les ouvriers vivent bien moins longtemps que les cadres, et tout le monde sait que si vous avez un accident dans une petite Twingo, vous allez en sortir beaucoup plus esquinté que si vous êtes à la tête d'un énorme 4x4. Voilà. Donc la vraie fracture sociale, c'est d'abord une fracture vitale, bien sûr. Bon, ok, le transhumanisme, ça fait peur. Mais ça paraît aussi assez loin. Moi, je suis inquiète d'autre chose. De quelque chose de plus concret et qui a déjà fait l'objet de projets assez poussés. J'ai peur des zombies numériques.
J'ai hésité il y a quelques années, je me suis posé la question de savoir si ce serait pas marrant de programmer des tweets post-mortem. Et donc il y a des outils comme ça qui permettent en ligne, des applications très faciles qui permettent de programmer notamment des tweets, quoi. Enfin, même Twitter le permet. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas marrant d'essayer de programmer comme ça des tweets ad vitam aeternam sur peut-être un siècle, hein, supposer que ça tienne jusque-là. Et j'ai un peu hésité en pensant à mes gosses. En me disant que bon, est-ce que c'est sympa ou pas ? Est-ce que c'est marrant ou pas d'avoir un message genre un an après que je sois décédé, que mes gosses puissent encore avoir un tweet publié ça et là, ou mes proches ou mes amis, quoi. J'y réfléchis encore, hein. C'est un peu un process. Ce que nous raconte Tristan peut paraître un peu étrange, voire même choquant. Mais en fait, beaucoup de gens réfléchissent déjà à comment faire parler les morts. Là encore, la science-fiction a pris un peu d'avance sur nous. Dans un épisode de la série Black Mirror, une jeune femme communique avec une version virtuelle de son petit ami défunt. D'abord par message, puis en téléchargeant cet avatar dans un corps synthétique. J'ai voulu en débattre avec une spécialiste. Laurence De Villers est professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université. L'un de ses domaines de recherche est l'informatique émotionnelle, c'est-à-dire l'étude des machines et des programmes capables de comprendre et de reproduire les émotions humaines. Déjà, j'ai voulu savoir si aujourd'hui, en 2020, des robots ou des logiciels étaient capables de comprendre et de répondre aux émotions des êtres humains. Dans le robot, il comprend rien, que ce soit les émotions ou autre chose. Il ne fait que répéter un logiciel qu'on lui a mis et qu'un humain a codé et a implanté dans cette machine. D'ailleurs, c'est souvent pas dans la machine, c'est souvent sur le cloud, c'est-à-dire à distance. Et ce sont des logiciels qui prennent des entrées, des données en entrée et qui vont prédire un résultat en sortie d'un calcul. Donc la machine ne comprend absolument pas ce qu'elle fait, ce sont juste des rouages pour calculer. Créer des machines qui vont détecter les émotions, c'est pas tout. La machine ne sait pas faire grand-chose. L'humain d'une telle complexité, d'une telle richesse émotionnelle, qu'en fait on peut être mécontent pour quelque chose en même temps qu'on est content pour une autre, et qu'en même temps on était d'humeur maussade ce matin parce que le RER n'était toujours pas là. Donc c'est un mélange et ces machines sont bien loin de savoir détecter ces mélanges émotionnels et affectifs que l'on ressent et que l'on exprime à travers différentes manières d'être avec les autres. Dans certaines cultures, il y a déjà cette propension à parler aux morts, à faire un deuil. C'est le cas au Japon où certaines coutumes sont, pendant 40 jours, de parler à l'être cher qu'on vient de perdre. On ne lui parle pas directement, là, il n'y a pas de retour. C'est devant un hôtel ou devant des vidéos ou des photos. Mais pourquoi pas demain l'imaginer à travers un agent conversationnel. Pour autant, ce serait peut-être une autre pratique, à condition qu'on ait compris, régulé et que personne ne soit dupe. Ce pourrait être aussi un au revoir à considérer. Non, mais Black Mirror était pas mal en fait. Cette saison-là où on voit justement la jeune femme dont je parlais tout à l'heure qui finalement a d'abord la voix et puis arrive le géminoïde, c'est-à-dire le jumeau physique de son mari, capable de se lever avec la même intonation de voix, de l'appeler par son prénom, essayer de recréer une sorte d'intimité, c'est extraordinaire. Et elle le vit comme ça, jusqu'au moment où ça devient insupportable, parce que il y a toujours une limite. Il y aura toujours une limite. Dans la vraie vie, des gens ont déjà tenté de construire des programmes intelligents inspirés de personnes disparues. Eugenia Kuida, une ingénieure russe, a entraîné un logiciel à partir de SMS envoyés par son meilleur ami décédé. James Vlahos, un auteur américain, a lui construit un agent conversationnel en l'honneur de son père. Il l'a baptisé le Dadbot. Le programme a été entraîné par le père de James Vlahos lui-même, grâce à des enregistrements audio et des textes écrits quand il était en phase terminale d'un cancer. Depuis, James Vlahos a lancé une entreprise, Hereafter. Elle permet à ses clients de construire leur propre programme intelligent. On discute avec le logiciel et on y dépose nos souvenirs pour que nos proches puissent avoir une trace de nous après notre mort. Le cas de ces programmes est complexe. On a d'abord envie de les rejeter. Parler avec les morts nous paraît contre nature. Et puis, la situation pose aussi des questions éthiques. Comment approuver un bot construit à mon image après ma mort ? Est-ce bafouer ma vie privée ? Est-ce que c'est dangereux pour la santé mentale de mes proches ? J'ai abordé ce sujet avec Élise, Julia,
Tristan et Valentin, mes témoins pour ce podcast. Est-ce que ce genre de logiciel leur ferait envie ? Je comprends pleinement le besoin parce que c'est des trucs très bêtes, mais moi, après la mort, j'ai écouté son message de répondeur un demi-milliard de fois, je pense, juste pour pouvoir entendre sa voix. Ici, Julia parle de son père. Je me souviens que quand j'ai changé de téléphone, changé d'ordinateur, il me restait des messages qu'il avait laissés sur mon répondeur et je me suis retourné la tête pour être sûre de pouvoir les sauvegarder, les enregistrer, les avoir quelque part. Et même si je les réécoute pas et que de temps en temps, quand je les réécoute, c'est les messages les plus banals du monde, du genre oui, j'ai essayé de t'appeler, rappelle-moi, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave. Je comprends vraiment le besoin des gens qui ont envie en fait de le garder en vie ou de garder cette personne en vie. Ensuite, ouais, je trouve ça glauque dans le sens où j'ai conscience que on est obligé de passer par là aussi pour comprendre que la personne est partie. On est obligé en fait d'être confronté à l'absence. Et donc maintenir la présence, c'est reculer le moment où le deuil se fait. Et les deuils, c'est toujours long. Enfin, c'est assez rare que les gens fassent en 5 jours, même si c'est quelqu'un qu'ils connaissent peu. Et donc, je trouve que ça recule ce moment-là. Ensuite, il y a des tas de personnes qui ont envie de reculer. Donc si ça aide des gens en fait à reculer pour mieux sauter, entre guillemets, c'est peut-être des outils qui peuvent être très utiles. Et pour écrire moi-même des algorithmes, je sais qu'on est de toute façon tellement loin de pouvoir donner un semblant de vraie intelligence que non, ça serait injurieux vis-à-vis de la mémoire. Donc j'ai limite plus confiance dans la capacité de garder des cheveux et de faire un clone que de faire un avatar numérique qui vaille quelque chose, quoi. Donc Et puis, j'ai fini par réaliser quelque chose. Même sans intelligence artificielle, nous avions presque tous déjà tenté de parler avec les morts. C'est par exemple le cas d'Élise, qui a perdu son ancienne colocataire. C'est le problème du deuil de l'accident, c'est-à-dire que c'est pas une longue maladie où tu as le temps de discuter, de te dire au revoir, ah mon Dieu, la vie est difficile. Et donc là, le fait qu'elle soit déjà sortie de ma vie, enfin, elle habitait à Lyon, j'habite à Paris, pour rendre cette disparition matérielle, continuer à avoir les mêmes échanges avec elle, c'est-à-dire sur Messenger, sur le mail, qui m'a été utile pour le matérialiser sa réalité et la réalité de son fantôme. Ça l'a rendue et présente et absente en même temps. Je lui ai envoyé des messages, je l'engueulais parce qu'elle était morte, j'avais aussi des questions, des choses privées, je me souviens de trucs... On discutait beaucoup de politique et de la façon de s'engager. Et donc je me souviens d'y avoir envoyé beaucoup de messages par rapport au présidentiel, par rapport à des préoccupations que j'avais. Messages certes sans réponse, mais en tout cas ça me permettait moi, indépendamment, de formaliser des questions. Et j'espérais qu'elle avait des réponses à ce moment-là. Et le fait d'envoyer vraiment des bouteilles à la mer physiquement m'a vraiment permis de mesurer toute son absence. Et donc résultat, parler sur Messenger ou envoyer des mails permettait de borner toute son existence et donc de pouvoir peu à peu faire en sorte qu'elle disparaisse. Mais là, ses comptes ont été fermés. Enfin, je peux toujours lui envoyer des mails, mais je le fais plus maintenant. En tout cas, Messenger c'est fermé et je crois que Twitter aussi, mais je lui envoyais pas de message sur Twitter. Enfin, on n'avait pas cette habitude et ça m'a vraiment ulcéré que ce soit terminé et que je n'en sois pas avertie. Finalement, c'est très bien, voilà, mais j'ai trouvé ça très brutal. Moi, j'avais pour habitude de dialoguer avec mon père par texto. Et en fait, contrairement à Messenger ou à un email, les numéros de téléphone sont réattribués. Et en fait, j'ai eu énormément de chance d'avoir quelqu'un de l'autre bout du fil qui, en fait, a compris ce qui se passait et qui m'a laissé continuer à envoyer des messages pendant plus d'1 an. Et au bout d'1 an, quand j'ai ressenti qu'il était temps, que j'avais plus besoin de le faire, je lui ai envoyé un dernier texto en lui disant « Merci de m'avoir laissé vous envoyer des messages particulièrement morbides pendant 1 an. Merci d'avoir pris le temps. » Et en fait, c'est la seule fois où j'ai eu une réponse de lui, ou elle, parce que je ne sais toujours pas à l'heure qui est cette personne, qui disait « J'avais compris que vous en aviez besoin. » Chaque mort est différente. Le deuil est une expérience personnelle. Il peut être court, long, bruyant, silencieux. On a envie d'en parler tout le temps ou plus jamais. Moi, mon deuil m'a carrément inspiré un podcast. Une chose est sûre, un jour, nous allons mourir. Et en disparaissant, nous laisserons des traces.
Des vêtements, une vieille carte postale, des chansons préférées au karaoké, le souvenir d'un week-end entre amis à Barcelone, notre compte Facebook, des selfies flous sur Instagram, des DM d'amour et échangés sur Twitter. On a souvent tendance à donner moins de valeur au virtuel qu'au réel. Pourtant, on fait déjà beaucoup de choses très sérieuses en ligne. Lire le journal, prendre des cours, se faire des amis, tomber amoureux, disparaître. Et tu me racontais même que quelqu'un a créé une page Wikipédia à ton père au moment de son décès. Oui, j'étais assez surpris effectivement de le découvrir sur Wikipédia, de voir qu'une page dont je ne suis absolument pas à l'origine avait été créée. Et cette page, je dois dire que je me suis arrêté quelques minutes dessus pour quelque chose d'absolument absurde, mais parce que je suis un consommateur de Wikipédia, il y a souvent des fiches, notamment des fiches historiques de personnes, et on voit toujours « né-le, mort-le ». Et là, il y avait écrit « né-le » et « mort-le », c'était le jour, évidemment, de son décès. Ce qui était un peu vertigineux, parce qu'il se trouve que moi aussi, j'ai une fiche Wikipédia que je n'ai pas faite. Et évidemment, quand quelqu'un décède d'un proche, c'est souvent une introspection sur sa propre potentialité de mourir. Donc je me suis dit, merde, un jour quelqu'un va mettre ma date de décès sur ma fiche Wikipédia. Le web n'efface pas le deuil ou notre mortalité, mais il fait désormais partie intégrante de ces expériences. À nous de nous poser les questions éthiques et pratiques nécessaires sur le rôle des nouvelles technologies dans notre perte. À nous d'accepter qu'Internet fait partie de notre vie et aussi de notre mort. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose chacun, ou est-ce que... Juste pour les auditeurs, un petit message. On s'en sort. Hein. Voilà. Chacun vit son deuil comme il veut, donc en fait, même numériquement, faites comme vous le sentez. Même si vous pensez que ça va choquer des gens de l'autre côté, ou ainsi de suite, en fait, c'est votre deuil. C'est à vous, en fait, de le gérer. Merci à Lucie Ronfaux pour cette série réalisée par Quentin Bresson que nous vous proposons en partenariat avec nos amis de l'excellente revue Nichons-nous dans l'internet, dont nous vous offrons d'ailleurs le prochain numéro, en tout cas au plus rapide d'entre vous, puisque les 10 premiers à nous envoyer leur adresse par mail à programme B tout attaché, @binge.audio le recevront gratos, cadeau, ça nous fait plaisir. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, c'est sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Continuez surtout de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières, et à lundi pour un nouvel épisode.